Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves qui préparent leur bac. Maintenant vous savez quels sont les sujets dont on va vous examiner. Le cadre pédagogique était bien défini. Je vous propose un sujet en cette début de vacances. Donc vous avez une semaine de vacances, donc vous avez largement le temps de quoi bien travailler. Je vous ai concocté un examen vraiment très bien fait, un examen 5 étoiles. Je suis sûr que tout élève qui a réussi à faire cet examen en 3 heures, je lui garantis une note supérieure à 17 à l'examen national, Inch'Allah. Donc c'est un examen dans lequel j'ai suivi toutes les consignes du cadre pédagogique et comme vous avez vu dans le cadre, on insiste beaucoup sur l'utilisation des courbes. Bien, donc voilà ce que je vous propose. Comme d'habitude, partie chimie sur 7 points et partie physique sur 3 points. La partie chimie, j'ai essayé de faire un exercice sur vraiment les 3 parties absolument à connaître. La réaction d'un acide avec l'eau, la réaction d'une base avec l'eau, et comme en troisième partie, on va faire un mélange entre l'acide et la base. Donc on va parler de tout ce qui est taux d'avancement, quotient de réaction, sens d'évolution et ainsi de suite. Quelle est l'espèce qui domine et ainsi de suite. Dans la partie physique, vous allez avoir un exercice sur le nucléaire, un exercice sur les ondes mécaniques, un exercice très bien fait sur le circuit RL-RLC et enfin un exercice sur le sheet libre. Donc une lecture rapide sur les énoncés avec des indications de temps en temps. Première partie, vous voyez que voilà les données, toujours souligner les données, c'est très important dans un examen, toujours noter les données qu'on vous donne. Première partie, réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Donc on vous dit on introduit de l'acide éthanoïque, on obtient une solution S1 de volume 10 ml, de concentration C1 de 10,2 mol par litre et de pH 3,2. Écrire l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, qu'on va noter 1. Tracer le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque ion éthanoate, on déduire quelle est l'espèce dominante dans la solution S1. Ensuite, on va parler de l'avancement de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau, déterminer l'avancement X1 final de la réaction de l'acide avec l'eau. On pourra s'aider bien sûr d'un tableau d'avancement, comparer X1 final à l'avancement maximal, donc avancement final qui serait atteint si la réaction était totale, on déduire le taux d'avancement final de cette réaction. Le résultat est-il cohérent avec celui de la question de 2? Justifiez votre réponse. Tout ce qu'on a fait avec l'acide avec l'eau, on va le refaire, mais cette fois-ci avec une base avec l'eau. On va prendre une solution d'ammoniac gazeux, on obtient une solution aqueuse S2 par dissolution dans l'eau de l'ammoniac gazeux, on obtient une solution aqueuse S2 de volume V2 de concentration C2 10-2 mol par litre. Cette fois-ci le pH est 10,6. Écrire l'équation de la réaction qu'on va noter 2. Tracer le diagramme de prédominance du couple ammonium-ammoniac, on déduire quelle est l'espèce prédominante dans la solution S2, déterminer le taux d'avancement, on pourra toujours s'aider d'un tableau d'avancement, le résultat est-il cohérent avec la question 3.2. Donc là vous allez comprendre la différence entre la réaction d'un acide avec l'eau et la réaction d'une base avec l'eau, comment déterminer le taux d'avancement X final. Dans la troisième partie, on va faire un mélange, cette fois-ci d'acide et de base. On réalise une solution S de volume 20 ml en introduisant 2,10-4 mol d'acide éthanoïque et 10-4 mol d'ammoniac. On modélise la réaction par la relation suivante. Calculer le quotient de réaction à l'état initial. Comparer ce quotient de réaction à l'état initial avec la constante d'équilibre. Donc là, il faut savoir donc déterminer la constante d'équilibre rapidement de cette réaction. Que peut-on déduire? C'est-à-dire, est-ce que la réaction va être dans le sens 1 ou dans le sens 2? Exprimer le quotient de réaction à l'équilibre en fonction de l'avancement maximal X3 final de la réaction. Toujours, on pourra s'aider d'un tableau d'avancement. On déduire la valeur de X3 final, le comparer à l'avancement maximal X3 max. La transformation de système peut être considérée comme totale à l'aide d'un bilan de matière dans l'état final cité pour chacun des couples qui interviennent les espèces prédominantes dans la solution. Expliquer pourquoi la valeur du pH de cette solution doit être égale à 4,7.
Donc voilà un exercice vraiment très très complet où vous allez voir à peu près 80% du programme de chimie qu'on vous donne dans le cadre pédagogique. Il n'y a que les piles qui manquent. Bien, on passe au nucléaire. Bon, je pense à un exercice que j'ai déjà traité dans une vidéo précédente, mais c'est pas grave, on va le refaire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Masse du noyau de fer, masse d'un noyau de cobalt, la masse molaire, voilà les données. On vous dit le noyau de fer radioactif, il se désintègre en cobalt avec l'émission d'une particule. Écrire précisément les lois utilisées. Écrire en précisant les lois utilisées l'équation de désintégration du fer. Nommer la particule émise et expliquer son origine. Donc là c'est important. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par cette désintégration. On désire mesurer l'activité d'une substance de fer radioactif. Pour cela, on dispose à t égale à 0 d'un échantillon de masse à milligramme, d'activité à 0. Chaque 10 jours, on mesure l'activité de cet échantillon et on remarque que A de t sur A de t plus 10, c'est une constante. T est exprimé en jours. À l'aide de l'activité d'un échantillon radioactif et donner définir l'activité et donner son expression en fonction de A0, de la constante lambda et de t, déterminer la valeur de lambda et en déduire la période. Calculer la valeur A0, la masse du fer désintégrée à un instant t et noter mt, déterminer sa valeur à l'instant t1 égale à 10 jours. Donc voilà l'exercice aussi très bien fait à mon avis sur le nucléaire. On passe aux ondes mécaniques. On vous dit un vibreur menu d'une pointe fine provoque des vibrations sinusoïdales, verticales d'amplitude A, de fréquence N, en un point S. Voilà la source. S d'une surface d'une nappe d'eau initialement au repos, contenue dans une cuve d'eau. Les bords de la cuve sont tapissés avec de la mousse. Des ondes entretenues de forme circulaire se propagent à la surface de l'eau avec la célérité V. On néglige l'amortissement des ondes. À l'instant t égale à 0, le point S débute son mouvement en partant de l'état de repos. Indiquez pourquoi les bords de la cuve à ondes sont tapissés avec de la mousse. Bon, cette question, vous pouvez la sauter. Précisez en le justifiant si l'onde à la surface de l'eau est transversale ou longitudinale. On considère deux points A et B de la surface de l'eau, voilà, A et B, situés sur un même rayon SX, comme l'on mettre cette figure-là. Les courbes d'évolution au cours du temps des élongations YA, YB, respectivement des points A et B sont données sur cette figure-là. On vous donne la distance AB égale à 6 mm et en utilisant ce tableau, déterminer la fréquence, la durée qui sépare les dates de passage de l'onde par les deux points A et B, calculer la célérité de l'onde, en déduire sa longueur d'onde. Ensuite, on remplace la pointe précédente par une réglette parallèlement à R et à une certaine distance, on place un obstacle P présentant une fente F dont la longueur est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde lambda. Très important cette phrase. Comme le montre la figure suivante. On éclaire la surface de l'eau à l'aide. Bon, ça vous le saute, d'accord, ça sort du programme. Mais par contre, vous pouvez répondre à la question suivante. Nommer le phénomène qui a eu lieu au niveau de la fente et remplir la figure suivante avec, en schématisant l'aspect de la surface de l'onde de part et d'autre de l'obstacle. D'accord? Donc là, bon, le stroboscope, ça permet juste de stabiliser les figures. Mais vous pouvez ne pas lire cette phrase et continuer le texte. Donc voilà le schéma, voilà la réglette, voilà la fente. On vous dit de tracer qu'est-ce qui se passe au-delà de la fente si l'ouverture de la fente est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Ensuite, voilà le circuit RLC, aussi un exercice très très bien fait. On dispose d'un dipôle électrique, voilà la résistance, condensateur, d'inductance, partie 1. Donc à l'aide d'un circuit de la figure 1, constitué de l'association d'un condensateur initialement déchargé, de résistance du commutateur K, du générateur G, de la bobine, on réalise deux expériences. Dans la première expérience, l'interrupteur est en position 1. Dans la deuxième expérience, l'interrupteur est en position 2. Donc charge du condensateur, décharge dans la bobine. Un dispositif approprié
à approprier l'acquisition de données permet de suivre l'évolution de la tension AM aux bornes du condensateur au cours du temps et de tracer les courbes correspondantes. Voilà les deux courbes. La fermeture de circuit dans chaque expérience déclenche l'acquisition des mesures à l'instant t égale à 0. On obtient alors la courbe A et B. Sur le chronogramme A, on a tracé la tangente à la courbe à t égale à 0. Celle-là. Pour chacun des figures A et B, préciser l'expérience correspondante et indiquer le phénomène physique mis en jeu parmi les listes suivantes. Résonance d'intensité électrique, charge d'un condensateur, oscillation électrique forcée, oscillation électrique libre amortie. Voilà, on vous a donné déjà le choix. En exploitant cette fois-ci la figure 2, déterminer la force électromotrice du générateur, la constante du temps relative au dipôle RC et en déduire la capacité du condensateur. La pseudo-période T des oscillations électriques libres mise en jeu et déduire la valeur de l'inductance L, sachant que T est de l'ordre de T0. Et enfin, la valeur de l'énergie électrique totale du circuit dans la deuxième expérience en T égale à 0 et T est égal à T, c'est-à-dire déduire la valeur de l'énergie électrique totale en T0 et T est égal à T, déduire l'énergie dissipée par effet Joule entre les deux instants, c'est-à-dire pendant une période. Dans la partie 2, on réalise maintenant un circuit de la figure 3, cette fois-ci vous avez un circuit RLC, constitué par l'association en série de la bobine d'inductance L, de résistance R, et vous avez une résistance grand R, l'interrupteur K' du générateur et du générateur G, de force électromotrice 6 volts. Le sens du courant I est indiqué sur la figure, donc voilà le sens du courant. Les résultats de l'acquisition de la tension I de B, c'est-à-dire au bord de la bobine, voilà HM, est donné par cette figure-là. Donc là, nommer le phénomène qui se manifeste dans la bobine à la fermeture de l'interrupteur K'. Bon, ça, première cette question, bon, on parlera de ça lors de la solution. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par U de R est donnée par ça. Déterminer l'expression de la tension R0 au bord de résisteur lorsque le régime permanent s'établit en fonction de E petit r et grand R. Déduire qu'en régime permanent, la tension au bord de la bobine est donnée par cette relation-là. En exploitant la courbe figure 4, déterminer les valeurs UR0 et P0 des tensions respectivement d'ordre de la résistance et de la bobine en régime permanent. Déduire la valeur de la résistance petit r de la bobine. Et enfin, chute libre. Donc là, on va parler un peu de la chute libre. L'une des disciplines attachées au parachutisme sportif est appelée chute libre. Bon, tout ça, c'est des indications. Alors que l'avion, donc voilà ce qui est important, recherche de trajectoire d'une chute libre avec vitesse initiale. Donc là, c'est très important, chute libre, mais avec vitesse initiale. Alors que l'avion vole en palier horizontal à une hauteur h0, qui est 3 km, à la vitesse 130 km/h, le sauteur, il y a un sauteur qui quitte l'avion en un point A. Donc ça rappelle un peu le bac 2010, je crois, de l'option PC. Un instant T pris comme origine des dates, on néglige à cet instant la vitesse du sauteur par rapport à l'avion, devant la vitesse de l'avion par rapport au sol. Autrement dit, la vitesse va être celle de l'avion. Nous supposerons que dans cette partie que la chute est libre, au sens des physiciens, et nous assimilerons le sauteur à un point matériel. Le mouvement ultérieur du sauteur est repéré par rapport aux axes comme l'indiquent les figures. Voilà l'axe OZ, l'axe OX. Qu'appelle-t-on un mouvement de chute libre? Appliquer la deuxième loi de Newton et en déduire le coordonnées AX et AZ, vecteur accélération de sauteur dans ce cas, exprimer dans le repère défini le coordonnées V0x et V0z, déduire des résultats précédents les équations horaires x de t et z de t du mouvement du sauteur. Quelle est l'équation horaire z égale en fonction de x du sauteur? Comment nomme-t-on une telle portée de la courbe, une telle portion de la courbe? Au bout de quelle durée le sauteur atteint-il la hauteur h1 qui est égale à 1 10 puissance 3 mètres? Donc voilà, très bon exercice sur les mouvements plans et chute parabolique. Maintenant, la chute est-elle réellement libre? Si la chute est libre, justifiée, et si la chute est libre, justifiée, sans calcul que l'énergie mécanique du sauteur se conserve entre l'altitude h0 et l'altitude h1. On déduire la valeur V1 de la vitesse atteinte dans ce cas par le sauteur
à la hauteur H1, si on suppose que la chute est libre. En réalité, après une phase d'accélération, la vitesse du sauteur se stabilise à une vitesse constante. Comment explique-t-on cet écart? La chute est-elle réellement libre? Maintenant, l'ouverture de parachute. On considère que dans cette phase, la trajectoire est verticale. Donc là, à la hauteur H1, le sauteur ouvre son parachute. L'ensemble subit alors de la part de l'air une force de frottement de sens opposé à la vitesse et on modulise la force par 1,5 car ρ fois v carré. On module. Donc vraiment, tout ce qu'on vous demande dans le cadre pédagogique de la mécanique est inclus dans cet exercice. On néglige la poussée d'Archimède sur le système devant les valeurs des autres forces exercées. Quelle est l'unité de cas? En utilisant la deuxième loi Newton, montrer que l'équation différentielle de la vitesse est définie par ça. Cette vitesse diminue rapidement puis se stabilise à une valeur V2 à partir de l'équation différentielle déduire V2, ce qu'on appelle la vitesse limite. La figure de ci-dessous représente la courbe donnant l'allure de l'altitude Z du sauteur en fonction du temps après l'ouverture du parachute quand la vitesse est devenue constante. Retrouvez à l'aide de cette courbe la valeur V2 calculée dans la question 3.3. Donc voilà, vous avez une semaine de vacances. Je vous conseille donc de prendre une matinée ou une après-midi. Concentrez-vous avec ce sujet. Faites-le. Donc vraiment, il va vous demander beaucoup d'efforts et certainement, il va vous demander aussi de revoir quels sont encore les points qui ne sont pas clairs chez vous au programme, que ce soit de physique et de chimie. Voilà, essayez de le bien préparer et très bientôt, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez la solution détaillée sur la chaîne. Essayez de le partager au maximum avec vos amis. Essayez de le travailler en groupe. C'est aussi très important dans la préparation. Et à bientôt, bien sûr, comme d'habitude. Le sujet numéro 2 sera corrigé sur la chaîne ce samedi, Inch'Allah. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.